Merci, Monsieur le Président. Nul homme sérieux, assurément, ne se risquera jamais à écrire et à livrer sa réflexion à l'envie et à l'incompréhension des hommes. Dans un éloge écrit de la parole, Platon justifie, non sans ironie, le choix de Socrate de ne jamais rédiger ses enseignements et d'ajouter qu'un discours, une fois écrit, vagabonde de tous côtés. Madame la représentante du garde des Sceaux, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Madame la première présidente de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les rapporteurs publics, Mesdames et Messieurs, s'il est un homme sérieux que nous écoutons lire ses écrits avec intérêt en les empêchant de vagabonder, c'est bien le rapporteur public. Lui qui est à la croisée des chemins de l'oralité et de l'écriture, lui qui depuis 190 ans est toujours à l'ouvrage et aujourd'hui encore dans la force de l'art. Son éloge, c'est celui de l'ensemble des commissaires du gouvernement et des rapporteurs publics qui ont porté cette fonction, l'ont étoffée comme autant de tableaux composent l'œuvre du peintre. Le rapporteur public incarne le Conseil d'État et son impérialisme commissarial a traversé les âges, pour reprendre le mot des présidents Bernard Stirn et Jacques-Henri Stahl. Il faut reconnaître à celui qu'on a pu appeler le tombeur de jurisprudence une véritable permanence et une grande fidélité à sa fonction, malgré ses changements de nom successifs. Ministère public dans l'ordonnance du 12 mars 1831, commissaire du roi dans l'ordonnance du 18 septembre 1839, commissaire du gouvernement pour la première fois, semble-t-il, dans le règlement intérieur du Conseil d'État du 29 mai 1849, avant d'endosser ses habits neufs du rapporteur public avec le décret du 7 janvier 2009. Depuis la décision Gervaise de 1957 jusqu'au Code de justice administrative, son rôle n'a pas fondamentalement changé. À l'instar de son cousin, l'avocat général près la Cour de cassation, qui éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir, le rapporteur public doit exposer publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. Mais son rôle ne s'arrête pas là. On a aussi pu dire de lui qu'il est la chair juridique derrière l'os juridictionnel. Âgé de 190 ans aujourd'hui, le rapporteur public a su rester jeune, s'adapter à son époque et à la jurisprudence européenne. Rester jeune, mais pas trop. On dit de lui qu'il doit être assez jeune pour pouvoir porter une idée ou une doctrine nouvelle, mais assez mûr pour avoir appris à être prudent. Des fonctions prestigieuses, une place singulière, une extraordinaire force de travail, lui qui a dû par exemple élaborer ses conclusions sur l'arrêt d'Assemblée Niccolo en une petite semaine et à partir d'un dossier vide. Une expérience de près de 2 siècles et pourtant éminemment actuelle. Les facettes de la personnalité de ce monument dans l'histoire de la juridiction administrative sont multiples. Le rapporteur public est d'abord un orateur qui maîtrise l'art de l'éloquence et sait parfois être persévérant pour convaincre la formation de jugement. Il agit également dans une indépendance absolue et c'est enfin une personnalité tout en nuances qui sait surtout faire preuve de pédagogie et d'humanité. Le premier mot qui vient donc à l'esprit, c'est l'éloquence. Il manie parfaitement les subtilités de l'exercice qui exige, pour reprendre la formule d'Isabelle de Silva, des conclusions suffisamment complètes pour éclairer la religion des conseillers qui siègent, mais suffisamment concises pour éviter tout à la fois de disperser et de lasser l'attention des juges. Et ne dit-on pas dans les couloirs du Palais Royal que, comme les plaisanteries, les conclusions les plus courtes sont souvent les meilleures? La tâche n'est pas toujours facile,
Lucide et résigné, il a déjà prévenu sa formation de jugement. Vous éclairer sans vous assommer, tel est notre objectif de ce matin. Vous verrez qu'il est ambitieux. Si Roland Barthes considère que toutes les institutions officielles de langage sont des machines ressassantes, le rapporteur public s'emploie au contraire, comme l'écrivait Balthazar Gracian, à penser comme le sage et parler comme le vulgaire. Mais se borner à le dire éloquent serait un peu court. Et on pourrait dire, ma foi, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple tenez. Gourmand, il a pu expliquer dès 1956 que cette montagne de légumes devait accoucher d'un beau problème contentieux. Œnophile, il nous enseigne que le jus de la vigne clarifie l'esprit et l'entendement, apaise l'ire, chasse la tristesse et donne joie et liesse. Opiniâtre, il nous rappelle que celui qui n'enfourche pas le succès en se tenant au crin manque sa fortune. Érudit, il nous éclaire sur l'étymologie des mots salaire, hybride ou biométrie. Il nous renseigne sur la plante Alpinia purpura et nous apprend que la période de gestation chez l'ânesse dure 1 an, tout comme la période maximale durant laquelle peut s'étendre un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable à compter de la réception de l'avis de vérification. Géographe, il file, depuis plusieurs décennies déjà, une métaphore topographique. Il contourne un obstacle, surmonte une difficulté, propose d'aller plus loin ou au contraire de s'arrêter là. Persuasif, il mobilise plusieurs stratégies pour convaincre la formation de jugement de le suivre. Tantôt, banaliser la nouveauté d'une solution en expliquant qu'en réalité, le pas que nous vous proposons de franchir n'engendrera aucun bouleversement dans vos habitudes. Tantôt, dissocier la règle nouvelle proposée des faits de l'espèce, de sorte que les revirements de jurisprudence sont plutôt adoptés à l'occasion de décisions de rejet, afin d'adresser par ses conclusions une sorte d'avertissement sans frais à l'administration. Bref, le rapporteur public a du nez. Mais ce héros n'est pas toujours immédiatement suivi. Il lui faut alors faire preuve de persévérance. Si ces combats ne furent pas tous victorieux, beaucoup furent livrés avec le seul souci de prendre date. Le rapporteur public est patient. Il a ainsi fallu 12 ans de conclusions contraires pour obtenir l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière disciplinaire, 7 ans pour admettre l'indemnisation de la douleur morale en droit de la responsabilité de la puissance publique, 5 ans pour étendre le recours pour excès de pouvoir aux actes détachables des opérations électorales, 11 ans pour ouvrir le prétoire aux mesures prises par l'administration pénitentiaire. Le revirement est décidément un plat qui se mange froid. Si tout cela a nécessité beaucoup de persévérance, il lui a également fallu faire preuve d'indépendance. C'est d'ailleurs un trait de personnalité que lui a très rapidement attribué la doctrine. La Ferrière a considéré, dès 1896, que le commissaire du gouvernement a le caractère d'un ministère public, concluant selon la loi et selon sa conscience. Et ce, dès 1852, dans l'affaire des biens de la famille d'Orléans, où il s'est même rendu coupable d'avoir refusé de conclure contre sa conscience. Il est indépendant au regard de la juridiction, de la section administrative concernée, mais aussi de la jurisprudence existante. Il a d'ailleurs souligné, non sans impertinence, que l'ancienneté d'une jurisprudence n'est pas ipso facto une preuve de qualité juridique. Et son indépendance va même plus loin, au regard de ses propres conclusions. En 1979, 8 ans après la décision d'Assemblée du Conseil d'État Ville-Nouvelle-Est, il a affirmé qu'il n'a jamais parfaitement compris l'intérêt de la théorie du bilan. Cette indépendance n'est toutefois pas sans cadre. Véritable dramaturge, auteur des grands monologues de la jurisprudence administrative,
le rapporteur public doit néanmoins observer lui aussi quelques règles d'unité. Ces usages, respectés de tout temps, sont au nombre de 3. D'abord, l'unité de temps. Une séance se termine à 16 heures. Et il n'est pas question de dépasser 16 heures, c'est 16 heures. Et cette règle est d'autant plus difficile à tenir que les avocats qui reprennent la parole à la suite du rapporteur public ont parfois le souci de la digression. Ensuite, l'unité d'action. On ne propose pas un revirement à la légère. Il faut attendre un délai de 10 ans et prendre garde à ne pas inscrire à un même rôle un trop grand nombre d'affaires pour lesquelles on propose un revirement. Et on lui a déjà fait la remarque. 3, c'est trop, monsieur, c'est trop. Enfin, l'unité de lieu. Au sein d'une même affaire, il devra limiter les questions de principe, idéalement au nombre de 2. Discipliné, respectueux de ces traditions presque ancestrales, notre rapporteur public n'est pas pour autant soumis ou figé. C'est au contraire un personnage plein de nuances. Car on ne sait jamais vraiment en quel nom il parle. Tout en disant « nous », il rappelle qu'il parle en son nom propre et présente, selon les mots du président Stirn, toutes les garanties d'un travailleur indépendant. Le président Audan constate pour sa part que tantôt il exerce une influence personnelle considérable sur la formation de la jurisprudence, tantôt il se borne à être le porte-parole d'une sous-section. Quoi qu'il en soit, son action s'insère bien dans le cadre d'une œuvre collective dont il est un des artisans. D'où il parle, mais également à qui. Il ne s'adresse pas qu'à sa formation de jugement. Pour reprendre les mots de Bruno Latour, le commissaire du gouvernement, debout dans sa stalle, fait comme s'il s'adressait à un corps immense, toujours présent, composé de 1000 personnes, depuis longtemps disparues, dont il ne reste que quelques noms prestigieux, qui a pensé, estimé, voulu, décidé, jugé quelque chose. Il s'adresse aussi aux avocats au Conseil et loue régulièrement leur féconde collaboration à l'œuvre de justice. D'ailleurs, l'ordre a collaboré, de manière féconde donc, à la défense du rapporteur public contre les foudres européennes, notamment à l'occasion de l'arrêt Cress contre France. Et la décision s'en souvient, puisqu'elle rappelle dans ses motifs que non seulement l'ordre ne critique pas le commissaire du gouvernement, mais il le juge même excellent et en souhaite le maintien. Au-delà de sa formation de jugement, le rapporteur public s'adresse également aux cours de justice européennes, au Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation et à la doctrine. Et finalement, celui qui pourrait ne se sentir qu'indirectement destinataire de ces conclusions, c'est le justiciable qui assiste à une séance publique. Le rythme, parfois rapide, des conclusions se mêlant aux classiques formules « le moyen ne vous retiendra pas, cette appréciation est souveraine, la critique est inopérante », la sentence de la non-admission du pourvoi peut tomber comme un coup près. Mais si le justiciable ne parle pas toujours la langue de la juridiction administrative, qu'il soit rassuré. Qu'il soit rassuré. Notre rapporteur public fait le plus souvent preuve à son égard de pédagogie. Il explique le raisonnement au justiciable, aussi longuement que nécessaire. Il lui permet de s'assurer que son dossier a bien été examiné minutieusement et que la solution proposée n'est pas le fruit du hasard. Il est la juridiction qui parle, qui convainc, qui apaise. Il concourt pleinement à l'acceptabilité sociale de la justice administrative. De la pédagogie à l'égard du justiciable, mais également une certaine humanité. S'il n'a pas pour habitude de jouer du registre de l'émotion, le rapporteur public sait toutefois reconnaître que parfois, pour le requérant, le soleil des jours s'est brisé et pour certains déjà s'est obscurci sans retour. Et confronté à la question de la légalité d'une décision prononçant l'arrêt des traitements d'un patient,
question, dit-il, des plus difficiles qu'il ait eu à connaître, qui renvoie aux interrogations fondamentales de l'humanité, au sens de la vie, à la souffrance, à la mort et à l'au-delà. Il a su rappeler à sa formation de jugement que vos convictions personnelles ne sont pas en jeu. Vous n'êtes pas les garants de la décision médicale, pas non plus les gardiens de la vie à tout prix. Vous êtes les gardiens de la loi. Et lorsque la loi semble trop stricte, il sait suggérer aux formations de jugement de se dépouiller des petites et étroites préoccupations d'un jour fugitif et proposait déjà en 1865 de tempérer par l'équité l'application des dispositions de la loi qui peuvent paraître rigoureuses pour le justiciable. Il a même proposé en 2016 que le juge du référé-liberté puisse, dans certaines circonstances particulières, écarter l'application de la loi qui constitue une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Le rapporteur public a justifié cette solution dans cette douloureuse affaire relative à une demande d'insémination post-mortem par la recherche d'une saine modestie, placée dans l'affirmation que le législateur français, tout fondé qu'il est à régler le sort des personnes qui se trouvent sous sa juridiction, ne peut pas être réputé avoir entendu régir des situations qui, par la force des circonstances, lui échappent désormais complètement. Conscient du caractère inégalitaire des rapports de droit entre l'administration et les administrés, et plus largement de notre droit public, le rapporteur public est également soucieux des inégalités de notre société, par exemple dans l'enseignement supérieur, pour éviter que le système scolaire transforme nolens volens une hiérarchie sociale en classement scolaire. Éloquence, persévérance, indépendance, nuance. Voilà rapidement brossées quelques facettes de la personnalité de notre rapporteur public. Les 190 ans de conclusion qui viennent de s'écouler témoignent de cette personnalité hors du commun, de ces hommes et de ces femmes qui ont contribué à faire la jurisprudence et à construire notre droit administratif. Cette fonction est d'ailleurs saluée à chaque prononcé de première conclusion par le président ou les présidents adjoints de la section du contentieux et par le président de l'Ordre des avocats au Conseil. Le rapporteur public a su s'adapter à son temps, aux exigences européennes, et démontre encore son efficacité. Et par ces motifs, nous concluons à la permanence de son existence. Et je clôture la séance solennelle de rentrée de la conférence du stage des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.